parce que on est très très en retard et en plus il ne faut pas qu'on soit trop en retard pour la table ronde suivante. Donc les émotions, un frein. Point d'interrogation. Je vais laisser Anne-Marie. Elle a une petite introduction sur. Voilà, il faut accélérer. Voilà, parce qu'en fait, on a une intervenante après qui doit partir à l'heure. Donc, il y a un petit. Comment on appelle ça PowerPoint, voilà. Sur l'importance des émotions. Et puis après, on parlera, on fera la table ronde. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors l'idée, c'était qu'en introduction de cette table ronde sur les émotions, mais on voit un petit peu déjà, est-ce que les émotions sont réellement un frein dans l'amiable? Et donc, aujourd'hui, l'avocat, on lui demande non plus seulement d'être un expert en droit, mais aussi d'être un expert en règlement des conflits. Et donc, dans ce cadre-là, l'avocat, il doit devenir avocat 3.0 et développer plein d'outils comme l'écoute, la reformulation, le questionnement, la négociation raisonnée, l'identification des besoins, les techniques de créativité et la régulation des émotions. Alors, effectivement, l'avocat doit apprendre effectivement à peut-être décoder le non-verbal qui est en fait, suivant les études, entre 60 et 90% de la communication. Et ce qui est particulier, c'est que l'avocat, au fond, son attention par rapport au non-verbal est inversement proportionnelle à son importance, puisque, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, dans mes études, je n'ai jamais eu un seul cours sur comment comprendre le langage non-verbal. Attention, il est très important. Or, pourtant, c'est par lui que se véhiculent finalement toutes les informations sur la relation et les émotions. Alors, quand on parle d'émotions, il y a une première question qui s'affiche, vous voyez, sur le slide, et je voulais vous demander de répondre à main levée. Quand vous prenez une décision, parce qu'au fond, nous, notre rôle d'avocat, c'est quand même d'aider les personnes à prendre les meilleures décisions. Et donc, peut-être qu'on peut se demander, au fait, comment est-ce qu'on prend nos décisions, vous, moi, les clients, en fait, puisqu'on doit les aider. Et donc, quand vous prenez une décision, à votre avis, quel pourcentage attribuez-vous à votre cerveau rationnel et combien à l'influence des émotions, à votre intuition? Donc, il y a le A, 95% rationnel et 5% émotionnel. Le B, 100% rationnel, 0 émotionnel. Le C, 5% rationnel, 95% émotionnel. D, 80 rationnel, 20% émotionnel. Ou E, c'est pas très rationnel comme question. Donc, je vous propose déjà, qui dit A? Ouais, pas beaucoup de... Qui dit B? Pas beaucoup non plus. Qui dit C? C, ok. Qui dit D? Une majorité. Et E? Ah. Merci. Et donc, en effet, quand on se pose la question comment aider le client à prendre les meilleures décisions, en fait, pendant très longtemps, je ne vais pas répondre tout de suite à la question, pendant très très longtemps, en fait, on a séparé la raison des émotions dans une vue dualiste qui a été défendue notamment par Descartes. Et les émotions, elles ont été étudiées, je dirais, vers la fin du 19e siècle, et puis les neurosciences sont intervenues. Et on a cet ouvrage, vous le connaissez sûrement, de Damasio, qui date, sauf erreur de ma part, de 1994, j'allais dire comme en Belgique, 1994, et qui s'intitule « L'erreur de Descartes ». Et donc, dans son ouvrage, Damasio nous explique, ils ont fait donc des études sur des personnes qui, suite à des accidents, en fait, ont perdu la possibilité de ressentir des émotions. Et donc, ils se sont dit, voilà, des êtres hyper rationnels. Donc là, ils vont prendre des décisions, waouh, ça va être vraiment l'extase par rapport aux décisions qu'ils vont prendre. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, au fil de leur étude, c'est que c'était en fait tout le contraire qui se passait. C'est que ces personnes, en fait, n'étaient malheureusement plus capables de prendre des décisions, de s'organiser au quotidien. Et ce qui a fait dire, d'ailleurs, par rapport à leurs recherches, qu'on avait affaire à des personnes qui devenaient même sociopathes. Donc, c'est vous dire que les émotions, en fait, et c'est ce qui a fait dire à Damasio, que les émotions, en fait, elles sont absolument nécessaires pour la décision, mais même plus,
il n'est pas possible de prendre une décision sans émotion. Et donc, on voit aujourd'hui déjà que la pensée rationnelle, en fait, comme on le dit, la pensée, eh bien, elle va avoir nécessairement et indispensablement besoin des émotions, que pour prendre des décisions, eh bien, vous allez devoir jongler avec les fragments de vos états émotionnels, sans quoi vous n'êtes pas capable de prendre des bonnes décisions. Et on peut continuer le raisonnement parce qu'au fond, dans notre cerveau, on peut se demander, en fait, comment vous prenez vos décisions. En fait, est-ce que notre cerveau, il est rationnel, émotionnel? Eh bien, notre cerveau, c'est effectivement un expert en communication et en information. Il a 86 milliards de neurones, 160 000 kilomètres de longueur de réseau neuronal, une vitesse de transmission de 360 à 400 km/h. C'est on va dire, le système le plus complexe que l'homme connaît. Et en même temps, en fait, la plupart de nos décisions sont prises à 95%, 95% par nos émotions. Pourquoi ? Eh bien, parce que, comme Daniel Kahneman l'expliquait dans son ouvrage qui date d'ailleurs de 2012, Système 1, Système 2, c'est qu'en réalité, on a deux pilotes dans notre avion. On a un pilote qui est le pilote automatique et qui va prendre 95%, 95% de nos décisions. Et puis, on a un deuxième pilote qui va aussi intervenir et qui va recruter ce qu'on va dire le raisonnement. Mais ce deuxième pilote, il n'intervient pas toujours, dans 5% des cas. Et donc, il faut bien se rendre compte que nos décisions, celles de nos clients, les vôtres, elles sont prises essentiellement par vos émotions à 95% et par la rationalité à 5% des cas. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est vraiment important de pouvoir quand même gérer les émotions. Sachant aussi, et on va aller un petit peu plus loin, c'est que notre cerveau, en fait, il perçoit des milliers d'informations par seconde. Là, quand je vous parle, en fait, vous n'avez pas uniquement ma parole, mais tout ce qui se passe dans le local. Et votre cerveau, pour se concentrer sur ce que je dis, il va faire un tri. Il va faire un tri subjectif, donc qui n'est pas du tout objectif, entre les informations qui sont pertinentes et pas. Et quand on fait ces tris subjectifs, eh bien, le cerveau se trompe, en fait, et on fait des erreurs de raisonnement qui sont tout à fait inconscientes, donc qui s'appellent les biais cognitifs. On en a déjà parlé ce matin. Et il faut savoir que dans beaucoup de cas, et ça, c'est vraiment des biais cognitifs que nous avons, nous, les juristes, et qu'ont nos clients aussi, c'est que dans ces erreurs que notre cerveau fait, il y a notamment, j'en ai repris 4 qui étaient extrêmement importantes, justement dans l'amiable notamment, qui est le biais de confirmation, c'est-à-dire que notre cerveau, il va en général rechercher les arguments qui vont uniquement dans le sens de sa thèse, de ses croyances. Deuxième biais, le biais d'aversion à la perte. Donc j'en ai parlé ce matin, c'est vraiment que tout être humain, dès que vous parlez de perte, eh bien le cerveau ne va plus vouloir avancer. En fait, dès qu'on parle de perte, même si c'est une toute petite perte, eh bien on va tout faire pour essayer de ne pas perdre. Et donc ce qui va nous faire oublier en fait tous les gains qui pourraient être bien plus importants que la perte, si on fait un équilibre perte-gain. Et donc c'est un biais qui intervient très souvent en tant que dans les modes amiables et dans les prises de décision quand les personnes sont en conflit. Le biais d'optimisme excessif, je pense que tout avocat a ce biais d'optimisme excessif et souvent beaucoup de clients. C'est-à-dire que dans une situation de conflit, on va surestimer nos chances de pouvoir gagner devant un juge. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez souvent vos clients après avoir fait des conclusions, mais moi, ça m'arrivait, enfin maintenant, je ne fais plus de conclusions, mais quand je faisais de la procédure, eh bien, quand j'envoyais les conclusions aux clients et qu'on s'appelait, ils me disaient souvent, mais enfin, maître, il faut demander beaucoup plus. En fait, on n'avait pas demandé assez parce qu'effectivement, le client, en lisant les conclusions, n'avait plus que son point de vue, ce qui était la logique des conclusions. Et donc, c'est vraiment le biais d'optimisme excessif. En fait, nous en sommes tous atteints, je dirais, comme avocats. Et un biais qu'on rencontre extrêmement souvent aussi, c'est le biais d'escalade d'engagement. Et donc, c'est un comportement où une personne va choisir une voie. Et en fait, cette voie va de plus en plus apporter des effets négatifs. Mais comme elle s'est engagée pour ne pas perdre la face, elle va continuer, même si le coût de cette voie est de plus en plus important et néfaste. Et donc, on pourrait donc du coup avoir des clients qui vont continuer la procédure coûte que coûte pour ne pas perdre la face, alors qu'au fur et à mesure des décisions, malheureusement, elles sont plutôt négatives. Alors, il faut être conscient en fait de ces mécanismes, tant chez nous que chez nos clients. Alors à ça s'ajoute pour notre cerveau, donc non seulement qu'en fait on ne sait pas décider sans nos émotions, que nos émotions elles prennent 95% de part dans nos décisions, qu'il y a ces biais cognitifs, donc notre cerveau il nous trompe,
Mais également, notre cerveau, il est extrêmement influençable et suggestible. Alors, j'aurais voulu vous parler de l'effet Pygmalion, mais oui, je peux. Mais je vais peut-être reprendre un exemple de ce matin pour parler de l'effet Pygmalion. Il y a quelqu'un, je pense que c'était le magistrat, Monsieur Vert, qui expliquait qu'en fait, quand des avocats lui disaient, mais tiens, quand le magistrat y croit, eh ben, ça marche l'amiable. Eh bien, c'est typiquement l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est en fait un effet qui a été mis en exergue par Robert Rosenthal, fin des années 60. Et donc, il a fait une expérience avec ses étudiants. Il a choisi, il avait 12 rats de laboratoire, et il a divisé ces rats de manière aléatoire. Et il a donné 6 rats à un groupe d'étudiants et 6 autres rats à un autre groupe d'étudiants. Et le but, c'était qu'au bout d'une semaine, les rats puissent passer le labyrinthe. Et donc, il a donné au premier groupe d'étudiants, il a dit, voilà, comme instruction, je vous dis, les rats qu'on vous a donnés, c'est les génies, quoi. On les a triés sur le volet. Ces rats-là, même en 2 jours, il ne faudra même pas une semaine, en 2 jours, ils vont passer le labyrinthe sans problème. Et puis à l'autre groupe d'étudiants, il va leur dire, écoutez, ces rats-là, écoutez, on n'a jamais rien su en faire. Alors si au bout déjà de 7 jours, vous arrivez à ce qu'ils prennent 1 ou 2 couloirs du labyrinthe, vous pouvez déjà être content. Mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Et donc le résultat des recherches, vous vous en doutez, c'est qu'au bout d'une semaine, les rats du premier groupe savaient tous passer le labyrinthe, certains au bout de 2 à 3 jours, alors que les rats du deuxième groupe ne savaient pas passer le labyrinthe. Aucun des rats ne pouvait passer le labyrinthe. Et donc, c'est vous dire qu'effectivement, ce qu'on va penser, en fait, sur les autres, va impacter les performances des autres personnes, ce qui va impacter aussi leurs croyances, nos croyances, tout ça a une influence. Notre cerveau est extrêmement suggestible, et sachant aussi que cette expérience des rats, ils l'ont reproduite notamment dans des écoles, en envoyant des résultats par erreur à des professeurs de leurs élèves. Ils sont venus faire un test de QI, et donc ils ont par erreur envoyé les tests aux professeurs, et de manière tout à fait aléatoire, ils ont mis des QI incroyables à certains élèves, et ils ont fait ensuite, 1 an après, le bilan, et ils se sont rendus compte que les étudiants auxquels ils avaient mis un QI incroyable, eh bien, ils avaient de bien meilleurs résultats que l'année d'avant. Donc c'est vous dire vraiment que notre cerveau, il est extrêmement influençable et suggestible aussi. Et à ça s'ajoute, parce que je rajoute des couches, c'est que les neurosciences ont démontré que les connexions du cortex préfrontal, donc on va dire du centre de raisonnement, si je puis dire de manière très très simplifiée, vers les centres émotionnels, eh bien, étaient moins importants qu'inversement. Donc ça veut dire que les émotions ont beaucoup plus d'influence sur la raison que inversement. Donc tout ça, qu'en conclure par rapport justement à notre propos, c'est que notre cerveau, il est irrationnel et très suggestif, qu'il est impossible de réaliser un raisonnement intellectuel sans émotion, que nos émotions, elles ont une influence majeure sur nos décisions et qu'elles impactent la manière dont nous pensons et dont nous agissons, puisque quand on vit une situation, vous allez d'abord la vivre émotionnellement, ensuite ça va impacter la manière dont vous pensez, ce que vous allez faire, et puis tout évidemment s'influence mutuellement de manière continuelle. Alors, il y a aussi un élément très très important, qui sont nos 2 routes émotionnelles. C'est un petit peu comme les modes automatiques, les 2 pilotes dans l'avion, le mode automatique et le mode manuel. C'est qu'on a en général 2 routes émotionnelles, tout comme nos clients. Et donc ces 2 routes émotionnelles, la première, c'est un circuit court. Vous voyez, c'est la route courte. On reçoit le stimuli et directement on réagit. Donc c'est l'action-réaction. Et on a un deuxième circuit qui est plus long, c'est-à-dire qui va faire intervenir le raisonnement. Mais ce circuit-là, en fait, quand on est stressé ou angoissé, c'est pas celui-là qui se met en route, en fait. Le premier circuit qui se met en route quand on est stressé ou angoissé, ou quand vos clients sont stressés ou angoissés dans un conflit, forcément que le client est angoissé, eh bien, le client va être tout de suite dans la route courte, tout comme nous d'ailleurs quand on est angoissé. Et il faut savoir que dans cette route courte, les 3 réactions instinctives qu'on a par rapport au stress, c'est la lutte, la fuite ou l'inhibition. Alors si je remets ça dans les modes amiables, eh bien votre client, quand il va être stressé, si son mode automatique va être la fuite, il va avoir tendance à vite négocier des modalités, mais qui ne sont pas vraiment dans son intérêt. Si votre client est plutôt dans la lutte, je dirais que la plupart des clients sont dans la lutte, eh bien, il va avoir une volonté de bataille, de domination, de lutte de pouvoir. Et donc, ce sera quasi impossible pour lui de réfléchir aux meilleures solutions. Donc, il va falloir gérer cette situation. Ou vous avez des clients qui sont dans l'inhibition. Et ça, c'est aussi très important de le voir. Moi, j'ai eu comme ça une cliente, elle était complètement dans l'inhibition. Et quand je lui demandais, mais qu'est-ce qui est important pour vous par rapport à votre fille, par rapport à la maison, elle disait, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc, c'est important pour nous, en tant qu'avocats,
avocat, parce qu'on doit accompagner nos clients dans les meilleures décisions à prendre, mais c'est qu'on soit conscient de tout ça, en fait, de mesurer l'importance, en fait, des émotions, l'importance dans les décisions à prendre. 95% des décisions, que les émotions, elles ont un impact sur les pensées et les actions, et que sous le coup d'une émotion, mais le client, il ne prendra pas nécessairement les bonnes décisions. Sachant aussi que dans nos processus amiables, les émotions dites négatives, mais j'aime pas trop ce terme, c'est les émotions négatives, en fait, elles sont extrêmement contagieuses. Et donc, si on ne les gère pas en tant qu'avocat, elles risquent de prendre beaucoup de place et finalement de détruire, en fait, tout le processus qu'on essaye de construire. Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que déjà en tant qu'avocat, c'est que les émotions, en fait, il faut apprendre à les accueillir. Parce qu'en fait, si elles sont là, et c'est pour ça que j'aime pas dire qu'on a des émotions négatives ou positives, c'est parce qu'en fait, les émotions, elles ont une fonction. Et que si on n'avait pas d'émotions, ben, vous ne seriez pas là, moi non plus, tout simplement, on ne survivrait pas sans émotions. Parce que les émotions, elles ont une fonction, une légitimité, et que c'est important de les canaliser. Quelle est la fonction des émotions ? Par exemple, la peur, elle va avertir d'un danger, elle va nous permettre d'anticiper, elle va permettre au corps de réagir. La colère, elle va nous protéger de l'envahisseur, elle va protéger notre intégrité, elle va montrer nos limites. Et aussi souvent, dans les situations, par exemple, familiales, c'est la colère qui va se montrer parce qu'elle va protéger de la tristesse énorme que les personnes rencontrent et qu'elles ne sont pas capables de gérer en un coup. Donc la colère va venir faire vraiment protection et va empêcher, va faire en sorte que les personnes ne s'écroulent pas. Et la tristesse, elle est évidemment hyper importante parce que c'est celle qui nous permet d'intégrer en fait tout ce qui nous arrive de négatif, d'accepter. Elle nous permet de faire un travail d'acceptation de la réalité. Aussi, elle assure une protection parce que quand quelqu'un pleure, on va rarement l'attaquer. Et donc, c'est vraiment une protection parce qu'elle attire l'empathie. Alors, on peut envisager effectivement de parler en fait de toutes les fonctions des émotions, mais je pense que c'est pas tellement le propos ici. C'est surtout de vous dire qu'en fait en tant qu'avocat, eh bien on doit absolument avoir des outils pour permettre de canaliser les émotions, pour permettre aux clients de prendre les meilleures décisions. Alors canaliser, c'est pas mettre sous le tapis, canaliser, ce n'est pas n'être qu'une émotion, mais c'est vraiment permettre aux clients de pouvoir prendre les meilleures décisions dans des situations qui sont émotionnellement éprouvantes, et plus particulièrement, et j'en ai parlé ce matin, c'est de garder un équilibre dans sa cocotte, dans toutes ses dimensions. Canaliser les émotions, c'est ce qui va permettre de pouvoir garder un équilibre entre les émotions, le cœur, le corps et la tête, en fait, et de pouvoir prendre les meilleures décisions. Alors, par rapport aussi, je vais essayer de... voilà. De canaliser les émotions. Alors évidemment, c'est clair que l'idée n'est pas ici de donner tous les outils, d'ailleurs ce serait tout à fait impossible, mais simplement déjà de vous dire que pour canaliser les émotions, ça commence par soi, parce que sinon en fait, on risque de faire de la projection et d'être soi-même, d'amener nos émotions dans les processus amiables, dans la gestion, l'accompagnement des personnes. Et donc c'est important d'être à l'écoute de ces émotions, de pouvoir les identifier, ces émotions, de pouvoir les accueillir, mettre des mots. On a un vocabulaire émotionnel qui est extrêmement pauvre, en fait. Quand vous allez chercher, tiens, qu'est-ce que je ressens ? Eh bien, peut-être faites ça après le colloque, mais posez-vous la question. Et si vous arrivez à trouver 3 ou 4 mots ou 5 mots, par exemple sur la colère ou la tristesse, c'est déjà énorme. On a un vocabulaire extrêmement pauvre émotionnel. Et donc, c'est aussi de comprendre, une fois qu'on a identifié, qu'on a pu mettre des mots sur nos émotions, c'est de comprendre, en fait, les besoins qui sont associés à nos émotions. La communication nous enseigne qu'en fait, lorsqu'on a des émotions dites négatives, c'est que nos besoins, un ou plusieurs de nos besoins ne sont pas rencontrés. Et quand on a des émotions positives, c'est que un ou plusieurs de nos besoins sont rencontrés. Et donc, on voit aussi tout l'intérêt, du coup, aussi de gérer les émotions de nos clients, parce que ça va nous donner des informations extrêmement importantes sur les priorités de nos clients, qu'est-ce qui est important pour eux, leurs besoins. Et gérer les émotions de nos clients, c'est exactement le même processus que pour nous. C'est d'identifier leurs émotions, de pouvoir nommer les émotions. Déjà, ça permet de redescendre et de comprendre les besoins qui sont associés derrière. Tiens, j'ai le sentiment que cette situation provoque de la colère chez vous. Qu'est-ce que vous auriez attendu ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et hop, voilà, on peut comprendre en fait les priorités, les enjeux, les besoins du client. C'est important de comprendre la fonction de l'émotion, ce qu'elle vient nous dire, et de la légitimer, parce que c'est impossible pour nous, comme pour nos clients, de vivre des situations difficiles sans émotion.
Et donc, c'est important qu'on soit à l'écoute de ce que ces émotions viennent dire. Alors, par rapport justement, nous, en tant qu'avocats, c'est très compliqué parce que je vous ai dit, si on est angoissé dans une situation, par exemple, on risque en fait, nous aussi, d'entrer dans de la colère ou peut-être dans des émotions de lutte. Et donc, c'est important qu'on apprenne à pouvoir avoir ce regard aussi extérieur par rapport à nos émotions. Et donc, là, je reprends un outil qui est le balcon, qui est celui évoqué par William Ury, notamment dans un de ses ouvrages où il va dire finalement, si la vie est une pièce de théâtre, le balcon, c'est de là où on voit le mieux comment se déroule la pièce. Et en tant qu'avocat, dans les modes amiables, quelque part, le balcon, c'est notre refuge, notre position qu'on devra avoir. C'est justement de pouvoir se dire, tiens, oh là, je vois quelque chose, mais on ne va pas entrer, être happé dans l'émotion du client. Donc, ça va être important de pouvoir développer des outils pour ne pas être happé dans les émotions du client, mais de pouvoir justement voir sur la table et en fait qu'est-ce qu'elle vient de dire, ces émotions, et de ne pas être happé par nos émotions aussi, parce qu'on risquerait de mettre en péril sinon justement la manière dont le client pourrait prendre les meilleures décisions. Si l'avocat se met en colère, c'est clair que dans le processus, ça ne va pas vraiment être constructif. Alors peut-être qu'après ce petit préambule d'introduction, vous allez me dire, mais en fait quoi, nous en tant qu'avocat, est-ce qu'on va devoir faire de la thérapie? Est-ce qu'on va devoir canaliser, gérer toutes les émotions des clients et de l'autre partie en droit collaboratif? Et donc là, en fait, mais Karine et moi, en fait, on voulait partager un outil qui nous a beaucoup aidé quand on a été formés justement dans les modes amiables, de faire le départ entre si on canalise les émotions, à partir de quand est-ce qu'on pourrait faire de la thérapie ou pas. Et donc, on a un peu développé justement ce qu'on appelle les axes du mandat de notre intervention. On s'est dit, en fait, nous, c'est quoi notre mandat d'intervention? Notre mandat d'intervention, c'est d'aider les personnes à trouver un accord, pas n'importe lequel, un accord mutuellement acceptable, un accord éclairé juridiquement, un accord qui soit durable, qui respecte les tiers impactés. Ça peut être en matière de société, les employés, les collaborateurs et autres, en matière familiale, les enfants, qui sont en phase avec la loi et l'ordre public, et qui préservent la relation des parties, en tout cas qui ne la détériorent pas. Et donc, quand Karine et moi, on a des processus où on se dit, oula, ça va quand même loin dans le point de vue émotionnel, où est-ce qu'on doit aller réguler ça, ce qui se passe, on se pose la question de savoir si on ne le fait pas, est-ce que les parties vont quand même pouvoir dégager un accord mutuellement acceptable? Donc, on passe aux axes de mandat. Si moi, ma réponse est peut-être qu'elle pourrait le faire, alors j'y vais pas, j'attends. Mais si la réponse est certainement non, alors j'utilise les outils. Et si la réponse est peut-être, mais qu'après, ça revient à nouveau, ce problème revient à nouveau, ces émotions, etc., je me dis c'est qu'il faut les gérer parce que sinon on ne va pas avancer et voilà, on va canaliser. Alors tout ça pour vous dire effectivement qu'on ne devient pas des thérapeutes, mais que simplement je pense qu'on doit s'outiller autrement et que l'avocat 3.0, c'est celui qui va s'outiller autrement et c'est celui aussi qui va pouvoir reconnaître ses limites. Et donc c'est pour ça qu'effectivement je pense que la table ronde a toute son importance de pouvoir reconnaître ses limites, parce qu'il y a les limites des processus, mais il y a aussi les limites de ce qu'on peut faire nous en tant qu'avocats au niveau des émotions notamment. Alors les émotions infringes, j'ai envie de vous dire non, pas du tout. Les émotions, ça donne d'importantes informations, 95% de la substantifique moelle avec laquelle vos clients prennent des décisions. Merci Anne-Marie, c'était rapide. Vous avez compris donc les émotions, on est parti du constat effectivement que si les modes amiables n'étaient pas vraiment pratiqués, c'était parce que pour diverses raisons et notamment à cause de nos émotions. Alors on en a abordé une ce matin avec Anne-Marie, qui était le retrait en ce qui concerne le processus collaboratif, qui était la peur et qui est une des émotions. Et puis là, on vient de voir effectivement que il faut qu'on puisse, pour aboutir à un accord et faire en sorte que les émotions soient identifiées et soient accueillies, notamment par les avocats. Il n'y a que les avocats ou les médiateurs qui peuvent le faire pour aboutir à un accord qui soit un bon accord et qui soit un accord pris sans les émotions négatives et sans des biais, la lutte, la fuite et l'inhibition, comme tu l'as dit. On a vu donc l'intérêt de l'importance des émotions et de savoir les identifier.
on a vu le fait qu'on n'était pas des psys non plus. Ça, c'est important aussi de le rappeler, parce que souvent, on nous reproche dans le processus collaboratif et dans la médiation, oui, mais nous, on n'est pas des vrais avocats, parce que en fait, on accueille les émotions justement et on fait d'autres choses. Donc, on a vu que c'était totalement faux, et j'aime beaucoup cet axe du mandat dont tu as parlé, Anne-Marie. Moi, là, une des premières questions que je voulais vous poser, que vous avez effleurées, c'était pourquoi les avocats sont-ils si mal à l'aise avec leurs émotions, justement? Alors, leurs émotions par rapport à la peur du retrait, pourquoi leurs émotions aussi par rapport aux émotions de leurs clients? Pourquoi est-ce que la première des choses qu'on enseigne, c'est de dire vous n'êtes pas là pour savoir si le client est triste, en colère ou pas, mais pour relayer sa demande? Pourquoi est-ce qu'on a mis de côté comme ça les émotions pendant des années? Mais je pense que ce matin, on a fait une réflexion concernant le conflit. Je pense que l'une des participantes a dit « Moi, je m'étonne tout de même qu'à l'université, on ne nous parle pas du conflit. » Eh bien, à l'université, on ne nous parle pas des émotions non plus. Et donc, en réalité, on n'a jamais, tout au long de nos études, on n'a jamais une approche par rapport aux émotions. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qui fait peur. Et alors que la langue française est une langue particulièrement riche, il faut reconnaître qu'en termes d'émotions, on est extrêmement pauvre dans les émotions, dans les termes que nous utilisons. Quand on parle de la peur, on parle de la peur. Alors qu'il y a toute une gradation. On peut être effrayé, on peut être frileux, on peut avoir des doutes. Non, on a peur, colère, humour, gaieté, mais on ne va jamais beaucoup plus loin en termes de vocabulaire. Donc je crois vraiment qu'il y a là un déficit à la fois éducatif, qui touche peut-être aussi à la pudeur, voilà, qui touche à la pudeur, mais à la fois aussi éducatif au niveau de l'enseignement. On ne nous parle pas des émotions. Et donc, quand on se retrouve confronté à des émotions, comme l'a dit Anne-Marie, avec tous les inconvénients que ça peut susciter, parce que si on ne les gère pas effectivement, mais on tombe en réalité dans les travers et dans un cercle infernal. Moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est apprendre à se reconnaître soi-même. Anne-Marie l'a dit, la première étape, c'est de pouvoir savoir comment nous vivons les choses et quelles sont les émotions que nous dégageons. Et même parfois, dans le cadre d'un processus, que ce soit un processus de médiation, que ce soit un processus de droit collaboratif, que ce soit dans le cadre d'une conciliation ou d'une négociation plus traditionnelle, on peut à un moment donné avoir un sentiment qui vient polluer quelque chose. Par exemple, tout d'un coup, son client ou l'autre partie peut nous paraître extraordinairement énervant. Pourquoi suis-je énervé ? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, je suis énervé ? Alors, vous n'allez pas non plus faire un temps mort et pendant 35 minutes essayer de vous interroger pour savoir pourquoi vous êtes énervé. Mais déjà, rien que de vous rendre compte que vous êtes énervé, de pouvoir vous dire « je suis énervé », donc sois attentive à ce que tu vas faire, sois attentive à ce que tu vas dire, est déjà un premier plan. Donc pouvoir identifier sa propre émotion me paraît être le début de tout. Et à partir de là, à partir du moment où on l'a identifié, on peut déjà être attentif à ce que ça peut susciter et faire attention à ce que ça peut susciter. Et donc, comme l'a dit très justement Anne-Marie tout à l'heure, c'est vrai que ça commence par soi-même, ça commence par soi et ensuite on va vers l'autre. Alors, je vais passer la parole à Nathalie parce qu'évidemment, elle voit ça avec un œil d'expert que nous ne sommes pas. Nous ne pouvons jamais faire qu'avec une expérience qui s'acquiert petit à petit, alors que pour toi, c'est ton boulot en fait. Alors c'est vrai que c'est assez, non pas amusant, mais c'est mon quotidien de par ma formation. Et vous savez peut-être que pour être psychanalyste, il faut soi-même avoir suivi un long travail. Ça veut dire que la question de l'identification de ses propres émotions, c'est quelque chose avec lequel nous sommes familiers, nous les psychanalystes, pour aller dans le sens de ce que disaient Anne-Marie et Karine, ne pas, dans le travail d'accompagnement auprès de nos patients, pouvoir projeter nos propres émotions. Parce que ça nous arrive à nous aussi, psy, d'être agacés par certains patients, je dois vous le dire. Et on peut avoir ce qu'on appelle un transfert ou un contre-transfert, c'est-à-dire ce que le patient projette sur nous et ce que nous, on projette sur le patient. Il est primordial de pouvoir l'analyser. Mais du transfert, il n'y en a pas que dans un cabinet de psychanalyste ou de psychologue. Il y en a dans la vie de tous les jours. À partir du moment où il y a rencontre entre deux humains, il y a du transfert.
Chacun projette sur l'autre des choses et ressent des choses. Donc, en effet, de pouvoir analyser son émotion permet d'abord de la désamorcer la plupart du temps. C'est pour ça que l'intérêt, Julia, tu demandais l'intérêt de pouvoir nommer l'émotion, c'est d'abord d'y être connecté. À partir du moment où on la ressent, l'émotion, elle est légitimement acceptable. Personne ne peut nous contester ce que l'on ressent. Personne ne peut nous dire non, je ne suis pas d'accord, tu ne peux pas ressentir ça. Et notamment, on le sait avec les tout petits, si on nie leurs émotions dans leur développement psycho-affectif, ça les insécurise pour leur vie future. On peut dire à un enfant, par exemple, je vois que tu es triste, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es triste ? Lui va donner des raisons, on peut ne pas partager ces raisons-là, mais on ne peut nullement nier le fait qu'il soit triste. Pareil pour la colère, tu as le droit d'être en colère, je ne suis pas d'accord avec ta réaction, tu peux aller dans ta chambre, mais par contre, on ne peut pas lui dire arrête d'être en colère. Et pourtant, c'est un mode de fonctionnement extrêmement courant dans toutes les sociétés et dans beaucoup de familles. Tout à l'heure, vous parliez, je crois, Anne-Marie et Karine, toutes les deux, de pourquoi la question des émotions était mise de côté, souvent, et notamment avec les avocats, enfin, puisqu'on est ici pour ça. C'est qu'en France, je pense qu'il y a aussi un souci, il y a une vraie... la sphère du personnel et la sphère du professionnel sont souvent... Il y a une dichotomie entre les deux. Et on a le sentiment que les émotions n'ont pas la place au travail, en fait. Et que c'est même une forme de faiblesse de pouvoir montrer ses émotions, de pouvoir les partager, et qu'on n'est pas pro, en fait. D'ailleurs, on dit, lui, il est hyper rationnel, il est hyper carré, franchement, c'est dingue, il ne montre pas ce qu'il ressent, il est vraiment super. Bon, bien évidemment, vous le savez aussi, ça ne se passe plus comme ça la majorité du temps. Enfin, il y en a encore des avocats comme ça. Je crois que si vous êtes tous ici, c'est que vous n'avez plus envie de correspondre tellement à ce modèle-là, je crois. Donc, en effet, ça a toute son importance de pouvoir nommer l'émotion. Et la nommer, c'est la désamorcer la plupart du temps. Comme disait Anne-Marie, on agit mu par notre émotion. Donc souvent, on prend des mauvaises décisions aussi, sous le feu de la colère, de la tristesse, et de pouvoir d'abord l'accueillir en soi, l'accepter, faire un pas de côté. Ça nous permet ensuite de nous décaler et de pouvoir faire intervenir nos 5% restants justement de rationalité qui nous permettront peut-être de prendre davantage les bonnes décisions. Petite anecdote, et nous en parlons souvent, beaucoup avec Juliette, et puis j'en ai parlé avec Anne-Marie et Karine. Et moi, ça m'intéresse de savoir, vous qui êtes avocat ici, tout le monde est avocat, j'ai aussi une consoeur qui est là, qui est formée en cours de processus collaboratif aussi. Ça vous renvoie quoi quand dans un dîner, par exemple, vous savez qu'il y a un psy, en fait ? Qu'est-ce que vous imaginez tous les uns les autres ? Qu'est-ce que vous projetez tous les uns les autres sur la présence d'un psy au dîner ? Allez-y, qui veut répondre à cette question ? Voilà. Ouais, alors c'est intéressant. Là, cette réponse-là, en effet, j'ai peur de savoir ce que pense l'autre. Il y a vraiment un double mouvement en fait de la présence d'un psy. C'est à la fois très attractif parce qu'il y a une forme de, alors sans du tout prétention, mais il y a une forme on peut être subjugué, on peut être un peu fasciné, on pense que la personne sait à notre place, ce qui est entièrement faux. Hein. Moi, je dis toujours à mes patients, je ne sais jamais mieux que vous ce que vous pensez, et c'est vous en fait qui allez faire le travail. Moi, je vous accompagne pour vous renvoyer ce que j'entends, que vous n'entendez pas encore, parce qu'on n'est pas souvent connecté à son inconscient, et on apprend, c'est un apprentissage. Mais moi, je ne sais jamais mieux que le patient. Et ce que je trouve très intéressant dans le processus collaboratif, c'est que c'est le même principe. L'avocat n'arrive pas avec une solution toute faite, il co-construit la solution avec le client. C'est vraiment à l'image du travail d'un analyste avec son patient qui ne va pas lui trouver de solution. Enfin, moi, je ne suis pas coach, hein, je suis pas, je donne pas de solution, je donne pas de conseils à mes patients. Je leur indique toujours des suggestions et des questions, parce que je n'affirme jamais rien, je ne sais jamais mieux qu'eux, ce que je peux entendre, et notamment par rapport au prisme de l'émotion. Quand votre mari vous dit ça, ça vous fait ressentir quoi ? Vous seriez surpris d'entendre combien de patients n'ont jamais entendu de la part de leurs proches, notamment de leurs parents, mais qu'est-ce que tu ressens en fait ? Ou qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Ça commence à l'école, hein ? T'as passé une bonne journée ? Ouais, très bien, qu'est-ce que tu as fait ? Hop, de l'événementiel, mais et tu as ressenti quoi ? C'est une question qu'on ne pose pas en fait. Donc, pardon, c'est un peu décousu, mais c'est vrai qu'une idée m'amène à une autre. C'est ce qu'on appelle l'association d'idées, hein, dans mon jargon. Pardon, tu veux dire non ?
Donc, pour en venir au processus collaboratif, ce que je trouve important de vous dire, c'est que si dans d'autres pays ça existe, et si nous pensons aujourd'hui en France qu'il y a un intérêt à ce qu'un psychologue puisse intervenir, c'est pas du tout justement pour faire une thérapie de qui que ce soit. C'est plutôt pour faciliter le lien et de pouvoir accompagner le système humain en nommant certaines choses que les avocats ne sont pas habitués à faire. C'est aussi une façon d'accompagner les avocats et de les aider en fait à se décharger aussi de ce poids-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre ça de côté, hein, puisque chacun travaille avec ses émotions. Il ne s'agit absolument pas de dire vous laissez tomber, vous me donnez ça, c'est moi qui m'en occupe. Certainement pas. Mais de pouvoir prendre ce temps de poser à des moments en disant ah, je voudrais m'arrêter là. Il me semble peut-être, monsieur, j'ai l'impression là que vous semblez en colère ou ému. Est-ce que vous voulez bien que nous en parlions? Est-ce que vous voulez bien nous dire ce que ça vous renvoie, ce que vient de dire l'avocate de votre ex-femme, enfin future ex-femme, etc. Tout ça, ça permet de désamorcer des choses plutôt que ne s'accumule la rancœur, la colère. Et en fait, nous avons pensé au terme italien de facilitateur. Je ne sais même pas encore si c'est le bon d'ailleurs. Plus j'y réfléchis, je ne sais pas encore. Psy, il me semble que ça peut faire peur parce que chacun projette en effet. Et comme vous disiez, Capucine, moi, le nombre de fois où je l'ai entendu, d'ailleurs, je dis plus dans les dîners que je suis psy parce que sinon, c'est mais tu vas savoir tout ce que j'ai dans la tête ou tu vas m'analyser. Donc, vous voyez toutes les croyances autour à la fois du soin et de la pathologie. C'est-à-dire que s'il y a un psy, c'est qu'on a un problème. Alors oui, déjà, si on est là pour un cas de divorce, je vous confirme, c'est qu'il y a un problème dans le couple. Mais je ne suis pas là, moi, pour régler, ni faire leur thérapie de couple, ni la thérapie de qui que ce soit. C'est vraiment de pouvoir accompagner l'élaboration de ces émotions. Voilà. Mais si je peux me permettre, je pense que Nathalie a lancé en réalité une question qui est celle de l'intervention du psy dans le cadre du processus, que ce soit le cas de processus de droit collaboratif qui nous occupe plus particulièrement ou que ce soit dans le cadre de la médiation, et de savoir comment il intervient, à quel niveau il intervient. Et nous avons eu l'occasion d'en parler, mais je voudrais partager ça avec vous. La difficulté, parce qu'on est en train de parler des obstacles. Hein, donc le thème de notre journée aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qui fait obstacle en fait au développement de l'amiable. Alors, je pense que quand les gens viennent nous voir dans un cadre qui n'est pas le cadre habituel de celui de l'avocat, enfin je veux dire quand on vient me voir et que je n'ai pas ma casquette d'avocat, il y a toujours évidemment une certaine appréhension. En tout cas de la part de certains, de savoir à qui est-ce que je vais avoir affaire. Ce médiateur, comment est-ce qu'il va me traiter, ou cet avocat collaboratif, comment est-ce qu'il va me traiter? Est-ce que je vais aller faire de la thérapie? Est-ce que je vais aller devoir étaler ma vie? Et donc ça crée des réticences. Ça crée des réticences au départ, et c'est une des raisons pour lesquelles Anne-Marie et moi-même, on a beaucoup travaillé, Anne-Marie surtout d'ailleurs, beaucoup travaillé sur le mandat de l'avocat et sur le mandat de l'avocat collaboratif. Et donc je pense que l'intervention d'un psy est quelque chose qui est très utile, on en a parlé ce matin, parce que c'est clair que nous avons nos limites, et tu l'as très, très justement dit, Juliette, tout à l'heure, nous avons nos limites, c'est-à-dire que nous sommes formés à certaines choses, mais pas à tout, même si on essaye d'avoir des formations complémentaires à certains outils. Moi, je ne suis pas psy, voilà. Clairement, ce n'est pas mon métier. Et donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir référer à un moment donné à quelqu'un qui va pouvoir aller aider au moment où il y a quelque chose qui coince. La question qui se pose est de savoir, est-ce que le travail du psy en interne, elles sourient toutes les deux parce qu'elles savent évidemment que j'y suis pas tout à fait favorable, est-ce que le travail du psy en interne est quelque chose qu'il faut privilégier ou pas? C'est une vraie question, c'est un vrai débat. Alors je pense que dans certaines situations, ça peut être sans doute très utile. Moi, ma crainte que j'évoque, c'est que ça puisse faire obstacle dans certains cas, et notamment à l'égard de ceux qui déjà viennent nous voir et qui disent « on n'est pas là pour faire de la psychologie, hein. On n'est pas là pour faire de la thérapie. Hein. Moi, je ne vais pas vous raconter ma vie. Hein. On y va, on va tout de suite, on va à l'essentiel. » Et là, c'est vrai qu'on a un travail qui est un travail qui est de déterminer les besoins et d'aller voir un peu, hein, si vous avez l'image de l'iceberg, aller voir ce qui se trouve un peu en dessous de l'océan et d'aller gratter et de voir que la partie qui émerge finalement, c'est rien du tout. C'est ce qui est intéressant, c'est en dessous. Mais on va le faire avec nos outils et on va devoir le faire tout en douceur. Et donc, je me demande si, et vraiment je pose la question, si à l'abord, à l'entame du processus,
si là, il n'y a pas un risque qui est un risque de « oups, dans quoi je suis ?» Dans quoi je suis. Oui, d'ailleurs, je rebondis sur ce que Karine disait. Et pour répondre à ta question, pourquoi au niveau des émotions, elles ne prennent pas, enfin, la gestion ne prend pas plus de place, parce que je pense déjà que les avocats ont peur de ne pas pouvoir contenir ce qui va arriver. Donc je pense que, en tout cas, il y a beaucoup d'avocats qui mettent un couvercle par peur de ne pas pouvoir contenir, alors qu'en fait, c'est quand même hyper important parce que c'est substantifiquement avec laquelle on décide, en fait. Et pour rebondir sur ce que Karine disait, en Belgique, en fait, quand on a développé le droit collaboratif, vous savez qu'il y a 2 modèles de composition d'équipe. Il y a le modèle qui est fort présent aux États-Unis notamment, où ils ont les équipes qui sont d'emblée pluridisciplinaires. C'est-à-dire que dans l'équipe collaborative, d'emblée, vous avez un coach ou un psychologue ou un facilitateur avec l'équipe des avocats, voire même un financier dans certains cas. Et quand on a développé le droit collaboratif en Belgique, s'est posé cette question, en fait, quelle va être la composition de notre équipe collaborative? Au départ, en Belgique, elle était les avocats, parce qu'en fait, il n'y avait personne d'autre qui était formé, en fait. Donc, et déjà, il n'y avait pas beaucoup d'avocats. Donc, on a au départ prévu une équipe qui était faite d'avocats et si c'est nécessaire, évidemment, qu'on fait appel à des tiers, si à un moment donné, il y a des situations qu'on ne sait pas gérer ou qui sont des situations, voilà, les limites de notre intervention, de ce qu'on est capable de faire, eh bien, on va se tourner vers la personne nécessaire. Ça peut être un psy, ça peut être un auditeur d'enfants, ça peut être... Enfin, voilà, il y a plein de personnes qui peuvent intervenir et former une équipe, on va dire, pluridisciplinaire. Et puis, on s'est reposé la question, il y a quelques années, puisque maintenant, on a quand même formé plusieurs centaines d'avocats en Belgique. Et donc, on s'est reposé la question de savoir si, en fait, la composition de l'équipe, d'emblée, est-ce qu'elle serait pluridisciplinaire? Et après 19 ans de pratique maintenant, eh bien, on a reconfirmé le fait que l'équipe n'était pas d'emblée pluridisciplinaire, parce que d'abord, pour la raison aussi, effectivement, de se dire il y a des personnes qui ne se tourneront plus vers le droit collaboratif si d'emblée il y a un psychologue dans l'équipe. Nous, on a eu comme ça plusieurs processus avec Karine où les gens, voilà, c'était oui, mais on est ici effectivement pour faire entre guillemets du droit et régler des modalités. Mais il y a aussi donc toute une série d'éléments qui nous ont amenés à considérer que si l'équipe devait être pluridisciplinaire, eh bien c'était les personnes. En fait, on remet les personnes au centre. On ne leur impose pas une équipe d'emblée et on remet les personnes au centre. Elles décident, on voit avec elles effectivement pour élargir l'équipe. Et on peut du coup faire aussi du sur-mesure parce que peut-être que dans un dossier, par exemple en matière de société, on aura peut-être moins besoin peut-être d'un psychologue que par exemple d'un coach ou peut-être qu'on aura besoin d'un financier ou peut-être voilà, d'autres personnes. Et donc ça nous a re-questionné aussi sur le coût en fait, qui peut être un frein, mais ça on verra sans doute dans la prochaine table. Mais on s'est aussi posé la question du coût parce que si d'emblée on a X personnes qui font partie de l'équipe, c'est forcément les clients qui vont en supporter le coût aussi. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on voulait aussi partager avec vous. Ce que ça m'évoque, c'est que quand ce matin je suis intervenue pour poser une question, je fais une intervention, pardon, en disant que je connaissais donc le milieu des avocats depuis 1 an, j'ai quand même une pratique auprès de la justice, si je puis dire, puisque j'ai travaillé plus de 17 ans dans la protection de l'enfance. Donc avec des juges des enfants et des juges des affaires familiales, et notamment en AEMO judiciaire. Donc ça signifie que j'étais mandatée par un juge des enfants pour intervenir auprès de certaines familles quand il y avait un danger. Et c'était en interne, et ça rejoint ce que vous êtes en train de dire, Anne-Marie et Karine, c'est-à-dire que d'emblée, je n'interviens pas dans toutes les situations. C'est décider en équipe pluridisciplinaire de savoir s'il y a pathologie, notamment chez un des parents ou chez un enfant, de pouvoir faire intervenir un psy parce que les éducateurs ne sont pas formés à ça non plus. Donc le parallèle, en fait, il vaut ce qu'il vaut, dans le sens où c'est pas le même métier, bien sûr, entre éducateurs et avocats, mais malgré tout, la question de pouvoir adjoindre l'intervention d'un psychologue, souvent, en fait, c'est face à la détresse que ressentent les autres professionnels qui ne savent pas gérer et accueillir en fait la pathologie, l'émotion. Donc je partage
je prêche pas pour ma part, ouais, ça pour le coup, hein, de dire que le psychologue peut intervenir à un moment donné, peut-être du récit, enfin selon les étapes, ou quand les avocats pensent que, en effet, là il y a quelque chose, il y a un loup qui est levé et qu'ils n'avaient pas réalisé qu'il y aurait telle difficulté ou telle difficulté. Mais à mon sens, c'est important de pouvoir dire aux clients qu'à un moment du processus peuvent intervenir, comme actuellement déjà un notaire, un expert comptable et autres, un psychologue. Et sans que ce soit quelque chose d'effrayant, hein, parce que comme je le disais, souvent c'est associé à s'il y a un psy, c'est que c'est grave en fait. Alors que non, c'est plutôt pour expliquer que justement ça peut permettre de dénouer un système émotionnel qui n'est pas dénouable autrement. Voilà, c'était ma réponse. Oui, c'est ça, en fait. Dénouer un système émotionnel. Alors, on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, quand on prend des décisions, il y a des émotions. Vous allez me dire que j'insiste, et on est tous d'accord pour dire que c'était important de les nommer, de les identifier, de les accueillir. Mais en fait, ça veut dire quoi concrètement? Parce que pourquoi est-ce que c'est si important? Qu'est-ce que ça fait si on ne le fait pas? Mais je pense qu'Anne-Marie a déjà répondu tout à l'heure, mais vraiment, je pense que le risque, si on n'accueille pas les émotions, c'est qu'on ne parvient plus à avancer. Parce que tant que cette émotion n'est pas reconnue, la personne effectivement qui ressent cette émotion va même, je dirais indirectement, inconsciemment, on va continuer à la développer jusqu'au moment où on la prend en considération, où on la reconnaît, où on la nomme. Donc je pense que ça c'est important. D'autre part, compte tenu aussi de ce qu'on peut travailler parfois à l'intermédiaire de ce qu'on appelle les neurones miroirs, on peut aussi finalement adopter l'attitude de celui qui est face à soi. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est très agressif, vos neurones miroirs vont faire que vous allez avoir tendance à adopter cette même attitude agressive. Et à ce moment-là, on n'avance plus. Donc ça, je pense que ça, c'est la première chose pour laquelle c'est effectivement important. Et Anne-Marie a dit tout à l'heure, l'avocat a peur de ne pas pouvoir contenir les émotions des autres. Déjà qu'on essaye de contenir les nôtres, ce qui n'est pas toujours aisé. Donc on a peur de ne pas pouvoir contenir les émotions des autres. Et c'est vrai qu'on a parfois tendance à mettre ce que nous appelons le couvercle un peu trop vite sur la marmite. Nous avons hier, on vous l'a expliqué tout à l'heure, nous avons donné une journée entière d'exercice hier, et dans les jeux de rôle, puisque ce sont des jeux de rôle, à un moment donné, il y en a un qui effectivement joue la colère, et voilà. Et tout de suite, on a vu les avocats vouloir intervenir en rappelant les règles de communication, en rappelant qu'on doit parler en jeu, qu'on ne peut pas parler pour l'autre, etc. Non. Il y a un moment donné où l'émotion, elle doit sortir. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout accepter. Je ne dis pas qu'il faut accepter que l'un des deux se lève et gifle l'autre. Je ne dis pas qu'il faut accepter qu'on se mette à hurler, etc. Encore que. Ouais. Mais je pense qu'il faut, à un moment donné, que les émotions puissent émerger parce qu'elles vont permettre, comme l'a dit Anne-Marie, d'apporter quelque chose. Et sans doute d'apporter quelque chose à la construction de pistes qu'on peut envisager. Parce que c'est parfois dans les moments soit de profonde tristesse, parce qu'il n'y a pas que la colère, de profonde tristesse, au moment où on pleure, au moment où même de peur, où il y a des choses qui peuvent émerger, qui peuvent être utiles. Moi, je pense que c'est pour ça. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Mais peut-être qu'on pourrait donner un exemple concret. Moi, j'ai eu un exemple concret dans un droit collaboratif. Dans un de mes premiers dossiers d'ailleurs de droit collaboratif, ça m'avait marqué. Donc, on entame le processus. La première réunion se passe très bien. Donc, moi, j'étais conseil de madame et donc une consoeur conseil de monsieur. Et à un moment donné, alors que monsieur était plutôt jovial, etc., je le vois vraiment son non-verbal en un coup. On commence à parler de délai. Et je vois son non-verbal qui se crispe. Et alors, il commence vraiment à prendre un ton agressif. Et moi, tout de suite, je me dis, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Et tout de suite, je me suis dit, je vais, et je dis, excusez-moi, monsieur, mais j'ai le sentiment que le sujet qu'on vient d'aborder, il y a une tension qui s'est mise dans la pièce, mais peut-être que je me trompe. Et là, son non-verbal a fait comme ça, mais vraiment,
Il a dit, ah oui, mais pour moi, vous savez, les délais, c'est vraiment très important. Et je dis, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'au fond, ce qu'on entend, c'est que ça a l'air vraiment d'être difficile pour vous. Et hop, il a commencé à nous expliquer, en fait, combien c'était important, qu'il y avait des délais dans son travail, donc que c'était important de tenir compte de tout de son agenda, etc. Mais ça s'est vraiment décomposé. J'ai vu vraiment comme un gros nuage noir, là, oui. Il devenait tout agressif, alors que c'était vraiment, il était jovial, je veux dire, on va dire 4 minutes avant. Et le fait d'avoir tout de suite désamorcé les choses, je suis sûre que si on ne l'avait pas fait, ça serait parti en vrille, en fait. Mais il n'aurait plus été disponible, Anne-Marie. Tout à fait, c'est ça. Il n'écoutait plus, d'ailleurs. Il était vraiment... et d'ailleurs, quand nous, ça nous arrive, parce que comme dit Karine, et je veux reprendre aussi cet exemple-là, moi, j'ai notamment eu un processus de droit collaboratif où j'avais... Enfin, donc j'étais conseil de madame et monsieur, il y a des moments où vraiment... C'était insupportable. En fait, il était vraiment très jugeant, etc. Et je sentais que j'allais m'énerver. Et puis, j'ai eu ce sursaut en disant, fais attention parce que là, tu es parti, c'est le balcon, tu es parti, tu es là vraiment. Parce que je me dis, mais dans mon non-verbal, ça va se voir, etc. Et moi, à ce moment-là, j'ai toujours un petit truc. Donc, je vous le partage. En fait, moi, c'est mon truc, mais peut-être que vous en avez un autre et peut-être que, voilà. Mais c'est de me dire, en fait, à ce moment-là, tu as 15 secondes pour lui trouver un truc sympa. Et il y a toujours, je peux vous assurer, que toutes les personnes ont des choses sympas. On n'a jamais des personnes qui sont toutes noires ou toutes blanches devant nous. Et ça vous permet de vous raccrocher et de votre non-verbal du coup suit parce que quelque chose de sympa, du coup, tout de suite, ça change. Mais c'est hyper important parce que je suis sûre que si on se laisse aller, du coup, notre non-verbal va se durcir, on va devenir fermé. Lui, il va le voir. Ça va par les neurones miroirs, il va le sentir. Donc, il va devenir aussi désagréable. Donc, vous voyez, c'est dans les deux sens, à la fois pour... gérer ou canaliser, accueillir les émotions. Et puis aussi, par exemple, dans la colère, Karine disait, on ne peut pas accepter n'importe quoi. Et donc, c'est aussi des outils importants à mettre en place, c'est-à-dire que la colère, souvent, le problème, c'est qu'elle s'adresse à l'autre. Ouah, vas-y que je t'envoie la balle de feu. Et donc, souvent, dans les processus, que ce soit d'ailleurs en droit collaboratif ou en médiation, moi, je dis, écoutez, on va dresser une table ici. En fait, les émotions, elles ont toute leur place parce qu'on ne peut pas vivre ce que vous vivez sans émotion. C'est extrêmement compliqué et difficile pour chacun et c'est ce qu'on entend. Et ce qu'on va vous proposer, c'est quand il y a des émotions fortes, on va les mettre sur la table. C'est-à-dire qu'on ne va pas les lancer, même si l'émotion elle a envie d'aller plaf sur l'autre, on va la lancer sur la table. Et on va voir ce qu'elle vient dire, en fait, et qu'est-ce qui est important, et qu'est-ce qui font qu'elles sont là, cette émotion, parce qu'elle n'est pas là par hasard, elle vient dire quelque chose. Ah, on a dépassé vos limites. Expliquez-nous, en fait, dépasser vos limites. Qu'est-ce que vous auriez attendu ? Expliquez-nous, voilà. Donc c'est ça aussi, c'est de pouvoir en fait, c'est pas, moi je n'estime pas être psy quand je fais ça. Je protège juste le processus, d'abord déjà les personnes, parce que le but c'est quand même de préserver la relation. Donc si la colère s'adresse, waouh, elle va détruire l'autre, elle va détruire le processus. Donc ça sécurise en fait le cadre. Et je peux vous dire que quand on fait ça, dans les processus, on voit tout de suite le non-verbal des personnes. Et hop, en plus on a des informations très très importantes sur ce qu'il faut mettre en œuvre dans les décisions à prendre en fait. Et ce que je peux rajouter peut-être, mais qui va tout à fait dans ce sens-là, c'est que en fait, mettre un mot sur ce qu'on ressent, ça évite de confondre une émotion passagère avec un fait objectif en fait. C'est-à-dire que je suis stressée, ça ne veut pas dire la situation est forcément mauvaise. Donc en fait, la nommer, ça permet de se décaler pour pouvoir prendre une décision qui est plus adaptée. Peut-être ajouter une petite chose, quand on nomme les émotions, je pense qu'il faut toujours faire valider aussi. Parce que le dire « je vous sens très en colère » et puis vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit « mais non, pas du tout ». Voilà. Il me semble, pardon, et je vais dans ce sens-là, c'est de ne pas affirmer. Il me semble que vous êtes en colère ou je ressens de la colère, est-ce que c'est juste ? Toujours, bien sûr, impliquer l'autre. Nous, on ne sait jamais mieux que l'autre, en fait. Et alors, une question, parce que ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Donc, déjà, pas psy, ça, on vient de le voir et on vient de voir l'utilité d'un facilitateur. Mais on nous dit aussi, non, mais ça va prendre beaucoup trop de temps, cette histoire. En fait, on gagne beaucoup de temps. Parce qu'on évite de perdre du temps dans justement les émotions qui ne sont pas gérées. La colère, elle va de plus en plus augmenter, la personne va se fermer, ça ne va pas avancer, on crée des impasses. Donc je peux vous dire que ça prend beaucoup moins de temps en fait, de gérer l'émotion et de l'accueillir et de voir ce qu'il y a derrière comme besoin, puisqu'en plus, dans le droit collaboratif, un des socles, c'est d'identifier les besoins, les priorités, les enjeux. Donc en fait, on gagne du temps. Et ce que j'ai envie de vous dire, peut-être qu'on ne va pas non plus par rapport au temps, parce que je sais qu'il y a aussi la table suivante qui sera sur le temps, mais
moi j'ai toujours pour habitude de dire en fait on ne perd pas du temps, on gagne du temps, mais le temps est mis différemment. Et en fait pour moi le droit collaboratif ou l'amiable, c'est comme Einstein disait, hein, si j'ai en fait 1 heure pour résoudre un problème, je vais passer 55 minutes sur le problème et 5 minutes sur la solution. En fait. Et donc, on prend un temps différent, mais on gagne du temps en gérant les émotions, vraiment. En tout cas, moi, ça, c'est vraiment dans la pratique ce qu'on constate. Je ne sais pas, toi, Karine. Je voulais juste faire une observation. On n'a pas encore réglé la question, parce qu'on y réfléchit, sur présenter l'intervention du psy au client. C'est une vraie question. Voilà. Ce que je peux dire de la brève expérience avec Nathalie, c'est que j'aime bien le terme facilitateur, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que bon, on est humain, on sait faire, enfin voilà, on est humain, on peut parler avec un autre humain, mais on n'a pas la compétence des psys. Et c'est vrai que le psy, il met vraiment le doigt sur une émotion qu'on n'a pas vue passer, mais lui va la repérer et il va savoir la nommer. Et on gagne du temps en fait. C'est comme si on avait un expert avec nous pour évaluer des biens ou autre chose. C'est vraiment un gain de temps parce qu'elle pointe vraiment les choses que nous, on ne voit pas forcément, ou qu'on va nommer, qu'on va accueillir, mais on ne va pas forcément, avec les bons mots, aller chercher ce qui se cache derrière. Et pour moi, c'est vrai que du coup, moi j'ai bien ressenti le bénéfice de l'intervention du psy. Maintenant, reste la question du client. Oui, alors si Dominique, pour ceux qui, enfin, j'ai été formée récemment par Dominique Labadie et Dominique Roux cette année, en 2025, et c'est vrai qu'au cours d'un jeu de rôle, enfin, vous l'avez compris, je ne suis jamais intervenue encore en direct au cours d'un processus collaboratif, hein, puisque ça n'existe pas encore en France. Donc nous sommes, je suis formée, ma consoeur Juliette Personnaz est en cours de formation, donc on va être 2 à peu près, hein, pour l'instant. Mais ouais. Mais enfin psy, je ne sais pas s'il y a d'autres psys dans la salle, ce serait bien, mais en tout cas. Aux amateurs, aux avocats. Ah oui. Qui feraient un processus et qui voudraient faire intervenir Juliette ou Nathalie dans ce cadre-là. C'est vrai que là, on a suivi une formation donnée par des Suisses qui, eux, ont des équipes interdisciplinaires. Cet été, Juliette, Nathalie et moi, et puis d'autres personnes aussi. Mais c'est vrai qu'on est un peu, on aimerait bien expérimenter maintenant. Pardon, juste pour terminer et pour répondre à Dominique, c'est vrai qu'on a fait un jeu de rôle. Et donc c'était une première pour tout le monde, hein, les avocats qui jouaient donc les clients et les avocats. Et donc je suis intervenue. Et il est vrai qu'on a pu mesurer ensemble, hein, les Dominique, que certaines choses pouvaient être mais de façon peut-être assez naturelle de ma place, pouvoir m'arrêter sur une phrase qui avait été dite et où les avocats qui jouaient les avocats sont passés avec une forme de sidération quand même, hein, par pourtant un truc énorme, hein, qu'avait dit l'une des clientes. Et tout le monde passait comme ça et j'ai dit, excusez-moi, est-ce qu'on peut s'arrêter juste 2 minutes sur ce qui vient d'être dit ? C'est quand même une nouvelle très importante que vous venez d'apprendre à vos filles, madame, dans le cadre d'une succession. Et ça a permis ensuite, pendant un quart d'heure, vraiment, que chaque cliente, donc avocat qui joue cliente, je répète, puisse dire des choses où Dominique, elles avaient de larmes aux yeux en fait, hein, rien que d'en parler en fait. Enfin, elles étaient vraiment dans leur rôle. Et c'est pas grand-chose de ma place, mais simplement le fait de s'arrêter sur cette émotion de l'autre a permis de pouvoir débloquer ce qui se passait. Et pour la petite histoire, dans les propositions à la fin, la thérapie familiale a été retenue quand même comme partout, tous les clients. Voilà, ça m'amusait. Mais d'abord, je voudrais dire que, soyons bien clairs, je ne mets pas du tout en doute l'intérêt d'avoir l'intervention d'un psychologue. Là n'est pas du tout ni mon propos, ni de celui d'Anne-Marie, que du contraire. La question qui se pose est de savoir à quel moment et comment intervient le psychologue. Parce que ce à quoi il faut être attentif, c'est que je pense que l'avocat collaboratif doit se former à gérer les émotions. Ça me paraît indispensable. Et tous ça les me avocats. Tous les on est bien avocats. d'accord. Pas On est bien seulement, d'accord. Tous, on est bien d'accord. Et à cet égard, je voudrais quand même réagir sur quelque chose que j'ai entendu ce matin et avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est que j'ai entendu, oui, dans les affaires familiales, on gère les émotions.
Mais on ne gère pas les émotions que dans les affaires familiales, bon sang de bonsoir. Dans une fusion-acquisition, vous allez voir si les deux CEO n'ont pas besoin de temps en temps d'être épaulés sur le plan émotionnel. Vous allez voir si dans les problèmes de voisinage, vous n'avez pas notamment besoin à un moment donné de pouvoir exprimer au niveau des émotions que ça ne va pas avec celui qui habite à côté de chez vous. Donc je crois qu'il faut arrêter de penser que les émotions, c'est l'apanage du droit de la famille. Hein. Pas du tout. Oui, c'était exactement ce que j'allais te poser comme question. Donc, Karine, maintenant, voilà. C'est toi qui lis dans mes pensées, en fait. Mais il y a aussi le fait que l'avocat doit se former pour aussi gérer ses émotions, en fait. Donc, c'est vraiment pour moi un outil hyper important que quand vous recevez le client, même la première consultation, on l'a dit ce matin, combien elle est impactante pour le client. Donc, c'est hyper important d'apprendre à gérer les émotions. Le client qui arrive dans votre bureau indépendamment du droit collaboratif, on ne sait pas s'il va entamer le droit collaboratif, mais c'est hyper important de pouvoir canaliser à ce moment-là ses émotions. Il arrive en plein conflit. Si on ne l'aide pas, en fait, il ne va pas voir clair. Donc, c'est aussi des outils, je pense qu'en tant qu'avocat, indépendamment même des modes amiables, on doit tous avoir un minimum dans notre boîte à outils d'outils pour canaliser les émotions et aider les personnes à prendre les meilleures décisions. Et comme dit effectivement Karine, bien sûr que dans les processus, c'est aussi important, dans certaines circonstances, d'avoir effectivement des psychologues, des coachs qui vont être facilitateurs. C'est évidemment extrêmement important. Mais je pense que l'avocat doit avoir un minimum d'outils dans sa boîte à outils par rapport à ça. Oui, et effectivement, quel que soit, c'est pas une histoire de processus collaboratif ou de mode amiable, mais c'est une histoire de formation des avocats. Et peut-être que justement, en ayant cette formation, il y aura peut-être plus de modes amiables, en fait, et de pratiques. Avant que l'IA ne gère elle-même. Non, ça, c'est l'année prochaine, Anne-Marie, le thème du prochain colloque. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce qu'on la prépare pour un dossier devant la cour criminelle, donc c'était forcément pas évident pour elle. Et justement, sur cette gestion des émotions, moi ce matin, donc, je l'ai fait pleurer, je me suis sentie légèrement mal et j'ai senti mes larmes à moi qui montaient. Et là, je me suis rappelé de ma formation au processus collaboratif, où c'était il ne faut pas tomber dans le bocal avec le client. Donc l'empathie, mais il faut faire attention et donc ne pas tomber dans le bocal. Et justement, je me suis dit, oui, j'ai cette ressource-là, donc j'ai réussi moi à redescendre et à pouvoir l'accompagner en lui disant, voilà, il faut que ça sorte et vaut mieux que ça sorte là. Enfin, c'était pas l'objectif, mais on prend quand même. Et donc je suis vraiment d'accord avec l'idée, il faut que tous les avocats soient formés. Et là, c'est pas du droit de la famille, et c'est hyper important parce que moi, j'en côtoie trop, à mon avis, des confrères qui disent, ça m'intéresse pas les émotions, on n'est pas là pour ça. On n'a pas besoin de les écouter là-dessus. Bah oui, mais sauf que si on les écoute pas là-dessus, on comprend pas le fond du problème, parce que le droit, c'est un habillage juridique de notre société et de leur situation. Et donc, à part la formation que moi j'ai reçue quand j'ai fait pour le processus collaboratif, c'est quelque chose, on passe complètement à côté. Et est-ce que vous avez des propositions pour qu'on soit mieux formés ? Alors, je ne peux pas répondre à cette question-là, je vais laisser mes collègues. En revanche, ce que je peux vous dire sur la question de votre propre émotion, c'est que ce n'aurait pas été une preuve de faiblesse. Alors, je termine. Vraiment, alors, les larmes, heureusement, vous les avez ressenties, mais si vous aviez aussi nommé votre émotion à votre cliente en lui disant ce que vous dites me touche, et forcément, je ne peux pas y rester insensible, ça ne fait pas de vous une mauvaise avocate, en fait, de reconnaître cette émotion-là et de quelqu'un de faible, au contraire, à mon sens. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Là, c'est pas ça, c'est que je me suis sentie coupable de l'avoir faite pleurer parce que c'était pas mon objectif. Je l'ai mise parce que très concrètement, elle se sentait elle-même coupable d'être victime de viol, ce qui est compliqué, et donc c'était assez insupportable de l'entendre se responsabiliser du comportement de son agresseur. Et donc c'est ce que je lui ai dit en lui disant, ça m'est très compliqué à entendre parce qu'il faut que tu comprennes que c'est voilà, ça fait 4 ans et demi qu'on est en procédure, c'est pas le moment de voilà. Donc je lui ai exposé mon émotion qui elle l'a fait pleurer et qui du coup moi je me suis dit il faut que je me gère parce que je lui ai
enfin voilà, je l'ai fait pleurer, c'était pas l'objectif. Mais Non, enfin, j'entends. Ouais. voilà. De façon générale, ce que vous dites là me fait penser que le fait de désamorcer à chaque fois quelque chose en nommant, mais toujours sous forme de question, j'insiste vraiment là-dessus en disant j'ai l'impression que ce que je viens de dire, par exemple à votre cliente, t'as beaucoup ému ou t'as énervé, même si ça tombe à côté, c'est pas très grave. Juste de penser que l'autre en face est capable de s'identifier à soi et de comprendre son émotion, même si on est à côté, déjà c'est extrêmement apaisant. Ah, elle se soucie de ce que je ressens. L'accord, au service du processus, au service du deal. C'est que on parlait de l'effet Pygmalion, de l'effet placebo, de la prophétie autoréalisatrice, et c'est aussi extrêmement important de pouvoir identifier les émotions positives de nos clients pour les pousser dans cette dynamique-là. Il ne faut pas se focaliser seulement sur contenir le négatif. Contenir le positif peut être aussi intéressant. Ah mais je partage totalement et tu as tout à fait raison, mais simplement on est plus à même en général d'accueillir l'émotion positive que négative, parce que ça résonne autrement pour soi. C'est de dire à quelqu'un bravo, t'as assuré, vraiment c'est génial, ça c'est en général plus facile que de dire tu as l'air triste, qu'est-ce qui se passe et comment je peux t'aider. Mais en effet, valoriser l'émotion aussi, la joie, hein, ça semble vous rendre joyeux, cette décision, etc. Bien sûr que c'est important de le dire, je souscris. Et ça montre aussi que l'émotion, c'est une ressource, qu'elle soit négative ou positive, en fait. Parce que négative, elle nous donne des informations sur ce qui est important pour nos clients, en fait. Et positive, ben, chouette, ça peut être des leviers, en fait. Merci encore pour toutes ces développement, formation, etc. J'avais une petite question. Est-ce que vous, avocat, médiateur à Bruxelles, vous avez de la supervision, des ateliers de pratique? J'imagine que oui, en tant que médiateur, mais en tant qu'avocat, processus collaboratif, est-ce que c'est le cas? Alors oui, nous avons des supervisions à la fois pour les médiateurs, à la fois pour les avocats collaboratifs, absolument. Supervision, et pour les médiateurs de l'intervision aussi, hein, vous voyez la différence, supervision, il y a un tiers qui vient, intervision, c'est en interne, comme son nom l'indique. Et en droit collaboratif, nous organisons des supervisions, oui, absolument. Nous les organisons à l'ordre, l'équipe de formation, dans le cadre de la formation. Donc il y a des exercices pratiques, mais il y a aussi de la supervision, c'est-à-dire qu'on vient à partir d'un cas que nous amènent éventuellement les participants. Parce que c'est ça, la difficulté, c'est évidemment la pratique. Et comme quand on fait de la supervision, certains en profitent heureusement pour venir encore coller au processus. Parce que c'est ça, en fait. Quand on ne pratique pas tout de suite, on a un peu peur de perdre le réflexe. Et donc, c'est intéressant de rester dans le processus, fût-ce par des formations complémentaires ou par des supervisions. Alors, soit ce sont des cas qui viennent par ceux qui se font superviser, soit nous venons avec des cas que nous avons rencontrés et on les soumet à la supervision. Et alors, on a aussi, on va dire, une politique d'aide. Donc, quand il y a des difficultés dans une situation de droit collaboratif, par exemple, mais tout récemment, je pense à une situation de droit collaboratif où il y a vraiment un conflit qui vient au niveau des avocats. Mais on peut organiser, à un moment donné, ils peuvent faire appel à un autre avocat collaboratif plus expérimenté qui va les recevoir et voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer positivement dans le processus.